Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 159e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 9 avril, il est bientôt 11h et une semaine après avoir parlé de la Nidji 40 qui s'était lancée dimanche dernier de Belle-Île, nous allons parler d'une autre transat entre la Bretagne et les Antilles françaises, à savoir la Cap Martinique dont le départ sera donné dimanche prochain de la Trinité-sur-Mer à destination de Fort-de-France. Pour tout nous dire sur cette deuxième édition, je reçois ces deux organisateurs qui sont à pied d'œuvre à la Trinité-sur-Mer, à savoir Thibaut Derville, avec qui on va également d'ailleurs parler de Coupe de l'Amérique jeune et féminine. Salut Thibaut. Bonjour Axel. Le co-organisateur est quelqu'un bien connu de l'univers de la voile de compétition. Il s'agit de Jean-Philippe Caux, qui est par ailleurs président de Lorient Grand Large, dont l'actualité est également bien chargée cette année. Salut Jean-Philippe. Et bonjour Axel et bonjour à tous et à toutes. Bon messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire une rapide présentation de cette deuxième édition de la Cap Martinique. La première avait eu lieu en 2022, remportée en solitaire par Alexandre Ozon et en double par Ludovic Gérard et Nicolas Brosset. Ils seront 60 à s'élancer dimanche, si je ne me trompe pas, 40 en double, 20 en solitaire, dont d'ailleurs les tenants du titre, puisqu'Alexandre Ozon remet ça en solo, ce qui est également le cas de Ludovic Gérard, mais cette fois lui aussi en solitaire. La course est réservée aux bateaux jaugés IRC avec des voiliers de 30 à 40 pieds, parmi lesquels, pour citer les plus représentés, on trouve cette année 8 Figaro 2, autant de JPK 1030, 6 Sunfast 3300 et 6 Sunfast 3200 et 6 JPK 1010 si j'ai bien compté sur le site internet de la course. À noter la participation aussi cette année d'un Sunfast 30 One Design, le nouveau plan VPLP construit par Multiplast et Jeannot qui sera skippé par Laurent Charmy et Pierrick Letouzé. Autre particularité de cette Cap Martinique, et on va en parler, chaque bateau défend les couleurs d'une cause, qu'elle soit sociétale ou environnementale. Voilà pour cette présentation. Messieurs, à vous la parole. D'abord, peut-être un petit mot. Comment se passent les préparatifs du côté de la Trinité-sur-Mer? Qui veut commencer? Allez, on va commencer avec Jean-Philippe. Écoute, moi je suis plutôt du côté sportif des bateaux, Thibaut plutôt du côté partenaire, village, et donc je vais un peu vous donner quelques infos sur l'aspect sportif. Les préparatifs vont bon train. D'ailleurs, ce matin, il y avait une présentation très suivie de tous les skippers d'Inorope, un de nos partenaires, pour faire du matelotage. Tout le monde est là. On a eu quelques difficultés pour quelques bateaux, vu les conditions météo pour rejoindre la Trinité-sur-Mer. Les conditions ces derniers jours et même ce dernier mois n'ont pas été faciles. On attend encore 2 bateaux qui arriveront demain soir pour compléter cette belle panoplie de 60 bateaux. De 60 bateaux IRC, ça commence à faire beaucoup de monde. Et d'ailleurs, 60 bateaux, des chiffres tout ronds, 20 solitaires, 40 duos, et donc cela fait 100 compétiteurs à la Trinité-sur-Mer avec qui nous avons tous eu et nous avons tous une relation particulière parce que depuis 2 ans que presque tout le monde, plus d'1 an en tout cas, que la majorité se sont inscrits, ils ont très rapidement noué contact avec nous pour différentes questions et c'est ce qui fait bien entendu un des charmes de la course. Voilà Thibaut, dis-nous un peu ce qui se passe sur le village. Thibaut. Sur le village qui fait 2500 mètres carrés, donc le double de la dernière fois, nous avons une vingtaine d'exposants donc dans des tentes. Nous avons également un chapiteau de 450 mètres carrés dans lequel se passent les différents événements. On a déjà eu le cocktail d'accueil qui s'appelle Bienvenue en Morbihan, à l'invitation du président Lapartien, président du conseil départemental du Morbihan.
Et nous avons eu la joie d'accueillir notamment Jean-Luc Dénéchaud, le président de la Fédération française de voile, qui a pu à la fois féliciter les coureurs et les encourager, mais rappeler aussi que la voile amateur, c'est l'une des composantes de la voile, l'une des composantes d'ailleurs numériquement majoritaire évidemment, et qu'on retrouve sur cette course des coureurs de tous âges, de toutes origines. Il y a beaucoup de Méditerranéens, il y a des gens de la Manche, il y a également des étrangers, des Pays-Bas. Enfin, il y a 7 nationalités représentées, dont même un bateau qui nous vient de la côte est des États-Unis, de Seattle, et un autre qui nous vient de Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, tu vois, ce sont vraiment une représentativité très large. Sur ce village donc des animations, il est ouvert gratuitement au public. C'est vrai que les conditions de ces derniers jours ont fait qu'il était relativement peu fréquenté, mais ça y est, le soleil est revenu et on voit déjà de là où je suis, je vois les gens dans les allées. Donc c'est bon signe, tout est bien parti. On annonce pour le départ une météo très très correcte, tout va bien. Bon, eh bien tant mieux. On va reparler du succès de cette deuxième édition et des forces en présence un peu plus tard. On va peut-être d'abord faire un retour en arrière, raconter comment est née cette course, dont c'est donc la deuxième édition. La première a eu lieu en 2022. Comment est née cette course et comment vous vous êtes associés tous les deux pour créer et organiser cette course? Bah, c'est d'abord une histoire d'amitié. Allez, vas-y Thibaut, parce qu'on a la même version, mais allez, vas-y Thibaut, vas-y, raconte. Je dois tout dire, oui. Alors, c'est d'abord une histoire d'amitié puisque nous naviguions ensemble sur notre bateau en double lors du Spi West 2019 et plusieurs propriétaires, notamment de Figaro 2, sont venus nous voir en disant mais est-ce que vous pourriez organiser une course? On devrait avoir une course, etc. Et le soir, nous nous sommes retrouvés avec Jean-Philippe au restaurant à la Trinité-sur-Mer. Et à l'apéro, on a décidé d'organiser la course. Allez, banco, on y va. On ne savait absolument pas où on mettait les pieds ni les mains. Et, et en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que c'était un boulot colossal. Alors, pas de peau, la course était prévue en 2021, mais il y a Monsieur Covid qui est passé par là, qui nous a obligés à la décaler en 2022. Et puis, c'est peut-être une bonne nouvelle, puisque maintenant, on part tous les 2 ans, les années paires. Et on alterne donc pour nos amis martiniquais. Ils ont une année la Cap Martinique et l'autre année la Transat Jacques Vabre, qui sont pour eux 2 événements à l'arrivée intéressants. Voilà. Donc l'idée était au début d'avoir 25 bateaux. Vous voyez qu'on en a eu beaucoup plus dès la première édition et que celle-ci, on explose un peu le score. C'est une bonne nouvelle. Il faut rappeler tout de même que traverser l'Atlantique, c'est pas à la portée de tous. Ça exige une préparation, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, extrêmement puissante et raisonnée. Et donc, c'est un beau score d'avoir 100 skippers qui sont prêts, 60 bateaux sans skipper qui sont prêts à le faire et qui sont prêts à tenter l'aventure. Jean-Philippe, ça répondait à une vraie demande. Il y avait un besoin parce qu'il y a quand même une course, en tout cas sur le même créneau aujourd'hui qui existe, qui est la Transquadra, hein, qui est dans l'édition 2024-2025 s'élancera l'été prochain. Il y avait une vraie demande de ce public amateur pour une deuxième transat. Alors, effectivement, on a quand même fait une petite analyse à l'époque en 2019 avec Thibaut. Et moi, à l'époque, j'étais président de l'UNCL. On voyait bien la force qu'avait le double, le duo, qui prenait beaucoup d'ampleur en IRC, avec des épreuves qui déjà quasiment affichaient complet. Donc, on s'est dit, il y a une population là qui est très certainement demandeuse. L'IRC aussi a un petit peu tendance à aller vers le haut niveau. Donc, on avait des gens qui voulaient avoir une épreuve phare. Et une épreuve phare, c'est dans la course au large franco-française, on connaît tous la route du Rhum. Elle n'est pas accessible aux bateaux IRC de petite taille. Et tout le monde nous a dit, si, il faut faire une transat en une seule étape. En une seule étape. Donc ça, c'est le gros créneau qui est un petit peu complémentaire de la Transquadra. On n'est pas en compétition avec la Transquadra, on est vraiment complémentaire. Et d'ailleurs, la première édition, c'était Mikko Bolo, notre directeur de course, et on continue à très bien s'entendre. La Cap Martinique est donc la petite route du Rhum pour les amateurs, mais pas du tout la petite. Maintenant, c'est devenu la route du Rhum des amateurs.
Et donc, effectivement, le marché a répondu aux hypothèses que l'on avait mises en avant en 2019. Il y avait un deuxième élément qui nous a poussé vers quelque chose qu'on ne connaissait pas, comme l'a dit tout à l'heure Thibaut, mais c'était le fait que on avait, et c'était particulièrement Thibaut, qui avait des relations avec la Martinique. Et très rapidement, on les a contactés et ils ont dit banco pour la première édition. Donc ces deux éléments nous ont poussés à aller de l'avant dans l'organisation. Eh bien, bon, aujourd'hui, c'est pas la peine de le répéter, mais on sait que c'était le bon créneau et qu'on répond vraiment à une aspiration qu'ont beaucoup d'amateurs. Thibaut, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il y a aussi un élément important, c'est que nous avons sur notre course beaucoup de jeunes qui ne sont pas concernés par la Transcodra. Et on voit qu'il y a une véritable demande des jeunes de ne pas attendre d'avoir quelques cheveux blancs pour partir. Et donc, je crois que ça, c'est un point important aussi. C'est d'ailleurs très sympa parce que c'est un peu le futur de la course au large. On voit les Benjamins ont 22 ans de moyenne d'âge en duo. On a un tiers des équipages qui ont moins de 40 ans. Donc c'est aussi une caractéristique de cette course. Et puis qui se court à un autre moment et qui évite d'immobiliser le bateau plusieurs mois, puisque vous le savez, la Transcodra s'arrête à Madère pendant 6 mois, quoi. Donc c'est vraiment deux formats différents. Ça répond à deux aspirations différentes. Voilà, je crois que c'est bien d'avoir plusieurs courses qui répondent aux besoins des différents skippers. Je crois que c'est important. Il y a eu donc une première édition en 2022 avec, je crois qu'il y avait près de 40 bateaux au départ. Quel est un peu le bilan que vous avez tiré de cette première et quels enseignements vous en avez tiré en vue de la seconde? On va continuer avec toi, Thibaut. Alors, 38 bateaux sur la première édition, un gros succès. Et à quoi est dû le succès? Alors d'abord, peut-être le format de la course qui plaît indéniablement. Ensuite, on a sans doute, dès le départ, on avait donné quelques mots-clés pour cette course avec Jean-Philippe. On voulait, le premier, c'est qu'on voulait de la convivialité, parce qu'une course amateur, ça doit être de la convivialité. Et pour gagner ce pari-là, on a fait appel à une équipe de bénévoles qu'on connaît bien et qui sont tous très enthousiastes et qui sont vraiment, comme nous, non seulement bénévoles, mais au service des skippers. Et ça, je crois que c'est un point majeur. On leur a réservé l'accueil qui fait que ils reviennent. Il y a quasiment la moitié des skippers qui ont fait la première édition qui reviennent sur celle-ci. Donc, il doit y avoir une bonne raison. Le deuxième mot-clé, c'était l'éthique sportive. Et c'est vrai que nous faisons, d'ailleurs ils sont en cours, beaucoup de contrôles sur la jauge, beaucoup de contrôles sur les bateaux, sur les voiles. Et je crois que ça, c'est aussi un point important. Les coureurs savent qu'ils partent à armes égales avec un coefficient qui a une signification forte et qui leur permet d'être tous sur un pied d'égalité, en tout cas au départ. Voilà. Le troisième élément, c'est qu'on voulait beaucoup de sécurité. C'est important parce que pour les amateurs qui traversent, il y en a beaucoup pour qui c'est la première fois. Donc là aussi, des contrôles très stricts, des qualifications à faire. Et lorsque des coureurs étaient à notre sens, un peu trop débutants, on les a obligés à faire des qualifications supplémentaires. Aujourd'hui, ils nous en remercient. Donc, ils ont appris. On leur a demandé de suivre les programmes de centre, de notre centre partenaire Orlabé, de suivre des programmes comme à Marseille, le centre Messilia, ou Lorient Grand Large, ou à La Rochelle, où ils ont également des entraînements. Et ça participe à la sécurité, à la compétitivité, mais aussi et surtout, je dirais, à la sécurité. Et enfin, dès le départ, on a voulu donner du sens à notre course. C'est pour ça qu'on l'appelle la course utile et engagée. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? En fait, Jean-Philippe était pas mal investi dans le développement durable, moi dans le développement sociétal, et on s'est dit, allons-y, on prend le risque de demander à chaque skipper, pour pouvoir s'inscrire, de défendre, de porter les couleurs d'une cause. Alors ça, c'était un pari risqué. Aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps. N'empêche que ça a créé de très très belles histoires et des gens on voulait en fait donner de la visibilité à des millions de bénévoles qui œuvrent dans les associations et qui ont souvent très peu de visibilité.
Eh bien là, on a vu des très belles histoires avec des gens qui sont passés sur la course, qui se sont engagés dans ces associations, qui éventuellement ont donné un peu d'argent. Enfin voilà, donc je crois que c'est ça qui a fait le succès de la course. N'oublions pas l'accueil des Martiniquais qui est vraiment exceptionnel. Jean-Philippe, 38 bateaux sur la première édition, 60 sur la seconde. Est-ce qu'on est déjà en jauge max? Ça fait, tu le disais, 60 bateaux sur les pontons de la Trinité, c'est pas rien, 100 marins en tout. Est-ce que vous pouvez faire plus ou est-ce que vous avez dû refuser du monde pour cette seconde? Écoute, on était sur une jauge effectivement de 60-65 bateaux au départ. Vu le succès, le nombre de bateaux qui se sont préinscrits, alors pour être préinscrit, il fallait verser des arts substantiels pour avoir un numéro de dossier. Il faut savoir qu'on a eu jusqu'à 85 préinscrits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, c'est un petit peu pour se rendre compte de la difficulté, de l'engagement que ça représente, une course comme ça, et tout le monde s'en est rendu compte, tout le monde s'en rend compte. Il faut se libérer du temps. Il faut avoir fait au moins l'année précédant le départ, au moins 50 jours de navigation. Et effectivement, ben, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui se sont rendus compte tout seuls, et c'est ça qui est aussi très important dans cette course, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le niveau, ou qu'ils n'avaient pas le temps, ou qu'ils avaient des impondérables qui ne leur permettaient pas de partir. Et aujourd'hui, effectivement, la jauge de 60-65 bateaux, et je dirais une bonne jauge, c'est beaucoup de bateaux. Faut pas oublier que on les fait partir à traverser le golfe de Gascogne. Il suffit de regarder un petit peu les cartes météo pour se rendre compte que il peut y avoir pas mal de vent. Le Cap Finistère aussi. C'est un engagement. Si on fait partir plus de 60 bateaux, déjà 60, 50, 60 bateaux pour la direction de course, ben c'est une vraie charge en cas de mauvais temps. Donc on est sur une bonne jauge, et quelque part, alors c'est pas une limite, mais je pense qu'il faut être quelque part raisonné, pas forcément raisonnable, mais raisonné. Et, entre autres, on le voit tout à fait sur la capacité d'accueil des différents ports. Dès qu'on dépasse ce type de jauge, on commence à avoir beaucoup de difficultés à avoir des accords avec les ports pour pouvoir faire partir plus de bateaux. Et d'ailleurs, c'est une contrainte commune à l'ensemble des courses et à l'ensemble des ports qui accueillent les grandes courses. Ouais. Thibaut nous en a dit un mot tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous faire un petit peu le profil type du participant à cette Cap Martinique? Alors, il n'y a pas de profil type, c'est ça qui est chouette. Comme il disait, il y a eu des jeunes qui se sont complètement lancés, qui étaient vraiment au début, qui avaient beaucoup navigué, mais plutôt en marin, c'est-à-dire avec leurs parents sur des tours du monde, etc. Et puis qui sont maintenant posés et qui commencent à bosser ou qui terminent leurs études et qui se sont accrochés. Et bon, ça fait des jeunes qui ont eu besoin vraiment alors quand je parle de 50 jours, eux, ils ont vraiment eu besoin des 50 jours de formation pour pouvoir partir et dans les conditions qu'on veut. Et puis ça va, et ben t'as tout le spectre, hein. T'as ceux qui reviennent, qui font effectivement les cadres supérieurs, qui peuvent s'acheter ce type de bateau, mais qui sont des vrais sportifs parce que encore une fois, hein, faire du solo ou du duo dans n'importe quelle condition. Beaucoup, par exemple, ont fait en qualification le Fastnet de l'année dernière, et ceux qui ont terminé en duo le Fastnet de l'année dernière, tu peux à peu près les envoyer dans n'importe quel type de temps. Et puis, t'as aussi des marins qui ont écumé les mers et qui continuent à naviguer, hein. Je parlerai de Joe Siten, de Patrice Carpentier. Patrice Carpentier, tu te rends compte, il a fait 50 traversées de l'Atlantique, 4 tours du monde à la voile. Et là, au dernier moment, il a saisi une opportunité de remplacer un équipier sur un Figaro 2. Et d'ailleurs, ils se sont pris une sacrée branlée pour venir à la Trinité parce qu'ils venaient de Manche. Et ils ont passé le Sein il y a 2 jours par 40 nœuds de vent. Donc, on a aussi des choses, des histoires de famille. La dernière fois, il y avait 2 frères. Cette année, il y a un des 2 frères qui revient. Et d'ailleurs, ils veulent revenir
dans 2 ans à deux. Il y a un père et sa fille qui sont partis il y a 2 ans. Il y a des cousins, il y a des couples dans la vie qui sont sur l'eau. Nos Américains là, qui sont, on reviendra dessus, c'est pareil, c'est un couple. Enfin, ça donne un mélange étonnant et quelque part, on aime ça, quoi. C'est pas stéréotypé. Il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de montages, des jeunes. Donc on va de 21, 22 ans jusqu'à en Terra, mais il y a des compétiteurs qui ont plus de 75 ans et qui partent. Donc c'est assez chouette et ça rejoint un petit peu toutes ces causes dont on parlait. C'est la vie tout simplement, hein, la vie de la société et c'est un beau mélange. Et quand on regarde autour de soi, avoir ce mélange rassemblé autour d'un événement, ça donne le sourire à tout le monde et c'est ce qu'on ressent sur les pontons, c'est ce qu'on ressent en croisant tout le monde. Et d'ailleurs, ce qu'on ressent avec nos partenaires. Par exemple, maintenant, le port Yves Normand, le maire de la Trinité-sur-Mer, nous soutient, comme la communauté de communes des Terres d'Atlantique, avec son président Philippe Leray et le département. Chaque année, chaque édition, il faut bien sûr re-signer des partenariats, mais en tout cas, pour cette deuxième édition, ça, au niveau des gens qui ont connu la Cap Martinique, en tout cas, ils reviennent relativement facilement. Tu parlais de couple. Si j'ai bien compté, il y a que 4 femmes sur 100 marins au départ de cette Cap Martinique. J'ai regardé sur la Transquadra, il y en a pas plus. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile de faire venir des femmes sur ce type de course? On va demander à Thibaut pour changer. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus difficile. C'est vrai que c'est une de nos déceptions, c'est une de nos petites déceptions. On espérait en avoir plus. Bon, est-ce que c'est lié à un statut de mère de famille, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail, moi, mais c'est vrai que j'espère qu'on arrivera à attirer plus de femmes dans le futur. On voit que ça démarre bien dans la voile de compétition. Sur la voile amateur, on voit que sur les courses comme le Speed West et tout, il y a de plus en plus de femmes. Bon, c'est vrai que traverser l'Atlantique, c'est une autre histoire. À suivre, mais en tout cas, le pli est pris. Il y en a 2 fois plus que la fois dernière. Un petit mot sur, si on va continuer avec toi, Thibaut ou Jean-Philippe, celui qui veut prendre la parole là-dessus. Ça coûte combien pour un participant? C'est quoi le budget moyen pour participer aujourd'hui à la Cap Martinique? Oui, selon qu'on a ou pas le bateau adhérent, Bien sûr, ouais. c'est si tu regardes le coût du leasing d'un bateau sur une année, c'est à peu près 15-18 000 euros de ce type de bateau. C'est représentatif de la dépréciation du bateau. Et puis à côté, il faut au moins 20 000 euros entre une majorité un retour cargo parce que les gens préfèrent et n'ont pas assez de temps pour amener les bateaux à la voile. Puis on regroupe tous les bateaux sur un seul navire. Il y a l'assurance supplémentaire, il y a l'inscription qui n'est pas très chère mais qui est quand même à prendre en compte. Et puis après, il y a tout le temps à passer et ça, bien sûr, c'est pas quantifiable. Et ça se quantifie pas, mais je répète, c'est 50 jours de navigation dans l'année, plus 6 semaines pour faire la transat. On sait que les budgets, il faut 35 000 euros au minimum, et il y en a qui dépensent jusque 60 000 euros. D'accord. Parlons des bateaux maintenant. J'ai fait une petite liste tout à l'heure des bateaux, en tout cas les plus représentés sur cette course. Donc il y a des Figaro 2, il y a des Sunfast 3300, 3600, 3200, des JPK 1030, 1010, même 960 je crois. C'est quoi le profil type des bateaux? C'est des bateaux quand même assez performants pour des conditions de portant. Quels sont un peu les choix faits par les marins? Donc c'est des choix qui sont liés au type de jauge que l'on utilise, c'est-à-dire la jauge IRC. Donc c'est des bateaux qu'on retrouve en compétition IRC et ça, la jauge IRC est une jauge qui a favorisé les bateaux plutôt raides à la toile au départ. Donc les bateaux peuvent être légers mais ils sont bien lestés. Et normalement qui favorise des bateaux pas trop extrêmes, surtout dans cette taille, dans cette catégorie, mais ça type les bateaux et donc on voit apparaître
Les bateaux types, c'est les JPK, les Sunfast 3003, et les 10-30, les 10-10, etc. Même si c'est des bateaux qu'on peut utiliser en croisière, c'est quand même des bateaux qui sont légèrement typés pour l'IRC. Et comme c'est une régate, c'est pas une traversée de l'Atlantique toute seule, c'est une vraie régate, c'est une vraie compétition. Les gens se tournent vers ces types de bateaux plutôt performants. Bon, classiquement, je dirais, c'est et on voit apparaître des nouveaux tips. Ça reste relativement ouvert au niveau architecture, la jauge le permet. On va surtout regarder les performances du nouveau Sunfast 30 One Design qui va courir. Et puis, il faut pas oublier des bateaux anciens, très légers, comme celui de Alexandre Ozon, qui est un B-Box 990, avec lequel il a gagné la Transquadra. Il y a 2 ans, il a gagné sur un Sunfast 3003 la Cap Martinique, mais cette année, il revient avec son bateau. Et il fait partie clairement des favoris. D'accord. J'ai lu que, par exemple, sur la Transquadra, ils réfléchissaient à peut-être faire 2 catégories de bateaux, parce que justement, il y a des marins qui choisissent des bateaux de plus en plus performants, ce qui fait qu'il commence à y avoir une grande différence avec les bateaux un peu plus bateaux de croisière. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui est en réflexion pour pas faire en sorte que certains se sentent vraiment un peu trop largués et qu'ils aient leur propre classement? Fait juste un constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de monde qui ont envie de faire une compétition sur l'Atlantique avec des bateaux performants. Donc, on n'a pas besoin de créer une deuxième catégorie. Ça serait pour nous peut-être une autre compétition. Mais donc, on ressent pas ce besoin. Et d'ailleurs, on pousse les gens qui ont ce type de bateau d'aller faire la Transquadra parce que eh bien là, ça s'y prête encore mieux, quoi. Très bien. Thibaut, comme c'est toi qui gères un peu les partenaires et donc j'imagine les budgets, même si vous êtes co-organisateur, raconte-nous combien ça coûte à organiser une épreuve comme la Cap Martinique. Tu sais que en fidèle lecteur de Tip & Shop, tu sais qu'on aime bien les chiffres. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on n'a rien à cacher. On est à peu près à 900 000 euros. D'accord. Et qui sont, j'imagine, essentiellement assurés par les collectivités? 23% viennent des inscriptions, 30-32% du privé, 5-6% de recettes diverses. Et puis le solde vient effectivement des... Alors il faut distinguer ce qui est donné en cash par les institutions et puis la mise à disposition des ports, par exemple, hein, qui représente un très gros morceau sur les 900 000 dont je te parlais, qui vont pas changer la vie des ports, mais les ports existent et puis ils en profitent même parfois pour investir, comme c'est le cas en Martinique. On arrive à équilibrer pas trop mal les choses. Évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir un partenaire titre qui nous aide, mais pour le moment, on n'en a pas eu, on n'en a pas. Bon, on vit bien tout de même, quoi. Enfin, on a pris un gros risque avec Jean-Philippe en lançant la première. Je rappelle qu'on est bénévoles tous les deux. Hein, on a mis nos sous, comme on dit, sur la table. Voilà. Après ça, on a gardé ce qu'on avait gagné pour organiser la seconde, et puis ce sera encore le cas pour la prochaine, etc. Voilà. Est-ce que vous êtes justement engagé sur plusieurs éditions? C'est une course qui est amenée à durer et à s'inscrire dans le calendrier tous les 2 ans? Jean-Luc Denéchaud disait, c'est appelé à devenir une classique. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Voilà. Mais pour pouvoir le devenir, il faut qu'on s'organise encore plus, même si on a une superbe équipe autour de nous qui nous a beaucoup aidé en prenant du boulot, en faisant les choses, etc. Il faut savoir que c'est un gros travail d'organiser une course, hein. Donc, il y a des structures professionnelles qui le font. Quand on est en amateur, c'est une autre histoire. Il faut avoir la foi. Voilà. Oui, Axel, tu sais, je connais bien le sujet hein, pour l'avoir côtoyé en tant qu'organisateur sur l'Orient et avec les IMOCA. Aujourd'hui, pour être organisateur de course, en tout cas d'une transat, on est peut-être bénévole, mais on travaille comme des professionnels. Ça, je peux te le dire. On est au moins au niveau des meilleurs professionnels en la matière. Hein. Je me lance pas de fleurs, mais c'est un constat. Je vois comment ça fonctionne. Je vois ce que la page que l'on rend.
Je vois le rapport qu'on a avec nos partenaires et la qualité et cette qualité, donc elle existe. Donc effectivement, il y a un véritable enjeu. On parle d'amateurs, on parle de coureurs amateurs, mais on parle d'une organisation professionnelle. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que oui, on passe beaucoup de temps et on se rend compte avec Thibaut qu'on est un petit peu en limite du temps qu'on peut passer sans que ça devienne quelque chose de trop lourd. Tous les deux, on est bien contents que la régate démarre et que le village se soit ouvert, parce que là, ces derniers temps, c'était plus que du plein temps. Donc tout ça est à prendre en compte, et d'ailleurs c'est un des enjeux d'ailleurs reconnu au niveau de la Fédération française de voile, au niveau des organisations de courses, entre le niveau d'engagement vis-à-vis des collectivités. On va revenir aussi sur les budgets. Il est clair que les collectivités sont prêtes à apporter leur soutien, mais dans l'avenir, ce soutien ne va pas augmenter, il va plutôt diminuer, ce qui semble relativement logique. Et à côté de ça, je pense que nos éditeurs seront très étonnés d'entendre qu'une course comme la Cap Martinique, elle a un budget de 900 000 euros. Et finalement, notre plus grande surprise à tous les deux, de voir qu'il faut un chiffre d'affaires important pour pouvoir produire une course professionnelle, même avec des amateurs. Donc, on est dans un univers où il faut pas se cacher, hein. C'est compliqué. Il y a de véritables enjeux pour le futur, hein. Et je parle pas uniquement pour nous, hein, de manière globale. Il y a les vraies questions à se poser. Il y a de véritables enjeux. On va parler maintenant des forces en présence. Alors juste un petit mot avant de parler des forces en présence. Vous disiez que tout à l'heure, c'était Miko Bolo qui était directeur de course il y a 2 ans. Il est également directeur de course de la Transquadra. Qui est le directeur de course cette année? Je voudrais revenir une seconde avant de te répondre sur le budget. Il faut savoir que les collectivités locales sont également très intéressées de nous accueillir, hein. Quand on va au port de l'Étang-Abricot, qui est un port qui est absolument neuf en Martinique, pour la collectivité territoriale de Martinique, pour la communauté d'agglomération du centre Martinique qui gère ce port, c'est une mise en lumière extraordinaire. Donc, il y a tout un aspect économique dans ces courses. Il faudrait que les auditeurs comprennent aussi que par rapport à l'argent dépensé, bon, il y en a toute une partie qui existe, hein, comme je le disais, ce sont les ports, mais c'est aussi tout un flux économique. L'apport de chiffre d'affaires en Martinique est extrêmement important. L'apport ici à la Trinité-sur-Mer, vous trouverez pas un hôtelier ou un restaurateur pour se plaindre de l'organisation de la Cap Martinique. Voilà, donc il y a aussi tout un côté économique qui vient contrebalancer le coût. Les fabricants de bateaux, les gréeurs, etc., ils sont très contents tout de même qu'il y ait des courses, hein. Donc ça génère du boulot, ça génère un flux économique qui est pas négligeable du tout. Et donc, pour passer à ta question, le directeur de course, cette fois-ci, c'est François Sérusier, qui est un directeur de course qui a déjà fait pas mal de courses et qui nous accompagne sur cette course, voilà, pour cette année. Et peut-être pour les suivantes, d'ailleurs. Jean-Philippe, un petit mot sur les forces en présence pour ceux qui connaissent pas vraiment les marins qui sont au départ de cette course. Si tu devais nous donner, que ce soit en duo ou en solo, quelques noms de prétendants à la victoire, qui tu nous citerais? Ah ben les prétendants à la victoire, il y a celui que j'ai cité tout à l'heure, Alexandre Ozon. Il vient pas là pour ramasser les bouées. Bon, il lui faut pas trop de près au départ dans le golfe de Gascogne parce qu'il a un bateau très léger, mais je pense que il a un bateau léger avec un gros coefficient, donc il faut qu'il aille vite. Donc il en fait partie. Après, eh bien, il y a nos étrangers, hein. On parle d'Adrian Cuttle. Adrian Cuttle est le Sudaf. Il a gagné le Caprio. Il a un 10-30 qui a 2 ans. Il est pas là non plus pour amuser la galerie. Il y a nos Américains, Christ et Justine Wolf. Christ, elle a été élue Yachtwoman, la Rolex Yachtwoman des États-Unis l'année dernière. Et il navigue beaucoup en Angleterre sur les courses du Rorke à très bon niveau. Ils ont un palmarès et un CV complètement impressionnant. On a Régis Vian en solo,
sur un JPK 10-10, sur une mobilette, hein, qui connaît parfaitement, qui s'est excessivement bien entraîné, qui a une revanche à prendre parce qu'il y a 2 ans il a abandonné devant Lisbonne, et c'est Mike Giver, il a réussi sans safran à rejoindre Lisbonne malgré que les autorités portugaises lui aient proposé de l'élitreiller. Il a ramené son bateau. En tout cas, là, il a de bonnes perfs. Tout à l'heure, on a parlé de Ludovic Gérard. Il a gagné en double. Il revient cette année en solo. C'est pareil. Il connaît parfaitement son bateau. C'est un JPK 1080. Bon, c'est des bateaux qui performent tout le temps. Donc, pareil, je pense à lui. En double, il y a Noël Racine, hein, avec son équipier qui a gagné la Transquadra la dernière fois et qui performe systématiquement sur toutes les courses qu'il fait. Il performe beaucoup. On a un outsider parce que le bateau n'a jamais traversé, il est tout neuf, donc est-ce qu'il y sera suffisamment fiable? C'est le Sunfast 30 OD avec Laurent Charmy et Pierrick Letouzé, hein. On a des Méditerranéens, Adrien Follin et Pierre Garetta. Ça c'est pareil, hein. C'est hyper performants, c'est des gens qui traînent et beaucoup leur cirer sur de nombreux supports à très bon niveau. Toi, ça en fait un paquet. Et je pourrais encore continuer. Je pourrais continuer longtemps, mais voilà. Donc c'est intéressant de voir les origines, hein. C'est très difficile de faire un pronostic, franchement. Puisqu'en fait, en plus, comme on l'a dit, il y a des bateaux qui sont plus ou moins typés pour telle ou telle allure. Donc c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Quand on regarde, ce qui est sûr, c'est qu'on a un superbe plateau. Bon, écoute, très bien. Donc 60 bateaux au départ. Alors on va maintenant changer de sujet pour vous deux, parce que vous avez d'autres activités l'un comme l'autre. Thibaut, comme je le disais en ouverture, tu es coprésident de l'association Team France, en charge notamment des projets jeunes et féminins du défi français Orient Express Racing Team pour la 37e Coupe de l'América à Barcelone. Est-ce que tu peux nous faire un petit point d'étape aujourd'hui, où en sont les jeunes et les femmes qui défendront les couleurs françaises à Barcelone l'automne prochain? Oui, alors j'ai la chance d'avoir été appelé par Stéphane Candler et Bruno Dubois pour être avec Louis Romieux, le co-directeur des équipes de France jeunes et femmes sur cette Coupe de l'América. Donc on est passé d'ailleurs avec le soutien de la fédération et l'action de la fédération sur toute une phase de sélection, hein. Je rappelle qu'on avait dans chaque catégorie appelé une vingtaine de jeunes et une vingtaine de femmes. Alors je précise que dans les jeunes, il y a des femmes. Par contre, dans les femmes, il y a des jeunes aussi. Et donc, on a passé maintenant 18 mois, je dirais, à réduire l'équipe, hein, pour arriver aux 4 finales qui sera sur l'AC40 qui courra au mois de septembre et d'octobre, septembre pour les jeunes et début octobre pour les femmes sur cette Coupe de l'América. Ils sont encore 6 ou 7 dans chaque équipe, et notre grande satisfaction, c'est de voir que des gens qui naviguaient sur différents types de supports, qui ne se connaissaient pas forcément tous, forment aujourd'hui une équipe que nous pensons très compétitive. Voilà, donc c'est une grande satisfaction. D'ici 15 jours, ils seront à pied d'œuvre sur la C40, puisque pour le moment, ils ont fait beaucoup de simulateurs. On a également alterné les semaines à Barcelone en simulateur et les semaines à l'École nationale de voile de Quiberon, toujours avec l'aide de la Fédération française de voile. Et puis, ils commencent à avoir envie de monter sur le vrai bateau, comme on dit. Voilà, donc ça c'est important. Il faut savoir qu'on a réussi à ce que ce soit quasiment une seule équipe, alors qu'ils sont 2 équipes. Voilà, c'est pour vous donner l'ambiance qu'il y a dans cette équipe, et qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction. C'est un projet qui semble plutôt bien né, comme on dit parfois des bateaux, avec des partenaires solides, donc Orient Express, la marque du groupe Accor, et qui a été rejoint en copartenaire titre du projet Jeunes et Femmes par L'Oréal. Au point de vue budgétaire, alors là j'imagine que tu as peut-être un peu moins le droit de donner les budgets, mais on a l'impression que c'est un projet assez solide quand tu regardes par rapport à la concurrence. Est-ce qu'il y a
il y a vraiment moyen d'aller chercher une, je sais pas si c'est une aiguille d'argent pour les jeunes et pour les filles, mais en tout cas la victoire. Je crois qu'il n'y a pas que le budget qui compte, hein. Il y a Non, il n'y a pas le budget, mais ça aide. Ben oui, c'est indispensable de toute façon. Donc on peut citer aussi Alpine, on peut citer aussi la SOR, enfin on peut citer pas mal de gens qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le projet. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous on est parti vraiment là pour le coup. C'est pas toujours le cas des Français, mais on est parti bien avant les autres dans les histoires de sélection, dans la composition des équipes, etc. Et ça, je crois que c'est assez favorable. Je rappelle qu'on navigue pour la Coupe d'Amérique jeunes et femmes, on navigue sur l'AC40, donc qui est un 40 pieds, qui est un monotype. Là où les challengers courront sur des AC75, donc 75 pieds, qui sont eux des prototypes, et chaque pays construisant le sien, et chacun ayant des caractéristiques un peu différentes, voilà. Donc j'y crois bien, enfin voilà. Et puis de toute façon, si j'y croyais pas, je m'en irais. Mais oui, on a les moyens de faire ce qu'on peut faire. Évidemment, si on avait plus d'argent, ça irait mieux. Donc tout le monde peut nous rejoindre, mais c'est un projet qui est bien né et qui grandit bien. Tu parlais de la C75. La C75 du défi français est d'ailleurs arrivée en provenance du chantier multiplace de Vannes à Barcelone samedi dernier. Il sera mis à l'eau sans doute au mois de mai. Et l'équipe de Quentin de la Pierre va pouvoir commencer à naviguer dessus pendant que les jeunes et l'équipage féminin donc navigueront sur la C40. Jean-Philippe, tu connais bien forcément ce milieu de la voile de compétition. Quel est toi ton regard un peu plus extérieur sur ce défi français Orient Express Racing Team? Oui, manifestement, ils ont réussi à cumuler ce qu'il faut pour imaginer réussir. Alors, on peut pas réussir, on connaît pas le résultat, bien entendu. Dire qu'ils vont gagner, on n'en sait rien, mais en tout cas, manifestement, ils ont les billes en main pour pouvoir bien avancer et construire construire ce premier défi et cette première saison, hein, et bien évidemment construire la suite. C'est peut-être depuis longtemps on n'avait pas vu ça, donc quelque part c'est super intéressant. Ouais. Jean-Philippe, de ton côté, tu es aussi président de l'Orient Grand Large. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous faire un peu une photographie de l'association aujourd'hui? Oui, alors, très rapidement, l'Orient Grand Large a été créé il y a une quinzaine d'années, au moment où la base sortait de terre, hein, a commencé à sortir de terre. Elle venait d'être reprise par l'agglomération de Lorient et c'était le bras armé de l'agglomération pour servir de facilitateur au sein de la base avec tous les acteurs de la base. Alors, quand je dis tous les acteurs, ça va des skippers, des teams, des entreprises et aussi du public parce que le public vient maintenant à la base. En deux mots, la base, c'est un quartier de Lorient qui n'est pas terminé. Je considère qu'aujourd'hui, on en est à peu près aux 2/3, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Elle profite de l'explosion de la course au large ces 5 dernières années avec le Vendée Globe tiré vers le haut par les IMOCA et aujourd'hui les 42 projets Vendée Globe de team IMOCA. Alors un team IMOCA, c'est de 3 à 5 personnes pour les plus petits budgets, jusqu'à 25 personnes pour les plus gros et 60 personnes en pointe. Il y a aussi 3 teams ultimes qui sont hébergés à la base. Il y a les classes 40 et les Figaro 3 et les mini. Il y a une 60aine de mini. Donc c'est vraiment un site tout simplement, il faut pas se cacher, il n'y a pas d'autre site dans le monde qui est à la hauteur en ce qui concerne la course au large. Donc voilà, c'est tout simplement l'Orient Grand Large veut être un facilitateur. Donc on fait des actions au niveau formation. On veut devenir centre d'entraînement labellisé fédéral. Hein, on va essayer. On est en train de monter le dossier cette année. On fait ça avec Tanguy Le Glatin. Et puis aussi, on a un rôle fédérateur pour établir un calendrier en accord avec nos élus et les institutions et finalement en accord avec ce que pourrait être la base en tant qu'accueil de grandes courses.
Ouais. Vous êtes effectivement Lorient accueille de plus en plus de courses, hein, ce qui était peut-être un peu moins le cas. Il y avait beaucoup d'équipes, effectivement, peut-être un peu moins de courses. La tendance est en train de s'accélérer avec notamment The Transat CIC qui s'élance le 28 avril. Lorient Grand Large, vous allez être aussi impliqué cette année sur le championnat du monde offshore double mixte qui va se courir en Sunfast 30 One Design, le nouveau bateau dont on parlait tout à l'heure, le nouveau plan VPLP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Jean-Philippe? Oui, en deux mots, toi, en 2024, le programme de Lorient-Labas, ça a commencé par la PLM, hein, la Plastimo Lorient Midi. D'ailleurs, tiens, on revient sur le sujet de la mixité. On a profité l'année dernière avec Yves Le Blévec pour imposer la mixité sur ces mini, et ça a très bien marché. Et d'ailleurs, ça donne une ambiance absolument extraordinaire. Et on a découvert qu'il y avait plein de filles qui pouvaient naviguer et qui pouvaient faire du haut niveau. Donc c'était intéressant. Après, tu l'as dit, 28 avril, Transat CIC. Et au mois de septembre, qui est généralement un beau mois de course à Lorient, avec l'Azimut et l'Atlantic Telegram, il y aura aussi les 24 heures ultimes et ce championnat du monde de course au large. En deux mots, la World Sailing, qui est la fédération internationale qui chapeaute toutes les fédérations nationales, voulait trouver un organisateur parce que ils veulent en 2026 reproposer au CIO pour les Jeux Olympiques une épreuve au JO de course au large basée sur un programme, sur une course de 48 heures en double mixte, sur un bateau monotype. Et donc, nous avons repris le flambeau et déposé une offre avec le Yacht Club de France, nos amis du RORC anglais, le groupe Carboman et Caprégata qui va avoir ce type de bateau à Lorient. Et on a proposé à World Sailing de faire la première année, donc cette année, faire cette course au mois de septembre à Lorient, l'année prochaine en Angleterre et en 2026 sûrement à Marseille. Donc voilà, c'est là on va pas attirer de public. Par contre, on va avoir une carte internationale. C'est encore un des enjeux. D'ailleurs, le côté international, hein, on va pas s'étendre là-dessus, mais on a encore trop tendance à avoir cette course au large type franco-française qui est énorme, qui domine un petit peu l'activité de course au large dans le monde, mais elle n'existe pas ailleurs dans le monde entier, qui est plutôt tournée vers les courses en équipage, plutôt amateur, mais souvent sur des très très gros bateaux, enfin en tout cas avec des propriétaires amateurs. Et aujourd'hui, un des enjeux de la course au large qui est hébergée à Lorient, c'est d'élargir le spectre du rendu, c'est-à-dire ne pas se limiter à la Bretagne et au Grand Ouest, d'aller d'avoir un public issu de la France, de l'Europe et du monde et de l'international. Donc on a besoin d'événements, et on y réfléchit pour l'avenir, d'événements liés à l'international. Et là, je donne un clin d'œil à l'Ocean Race, qui est vraiment très international, et l'IMOCA fait pareil. On fait ça en liaison avec la classe IMOCA pour essayer de convaincre ce qui va bien pour pouvoir accueillir des vrais événements à l'international. Bon, en attendant, il y a quand même quelques équipages étrangers, comme vous le soulignez tout à l'heure, sur cette deuxième édition de la Cap Martinique. Thibaut, Jean-Philippe, à quand un attelage Thibaut Derville et Jean-Philippe Co sur la Cap Martinique? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que d'organisateur, vous pourriez devenir compétiteur un jour? Est-ce que ça te trotte dans la tête l'idée? Nous sommes parfois ensemble sur notre bateau, qui d'ailleurs court avec un équipage de jeunes. Hein. Mais faire la Cap Martinique, c'est un peu plus compliqué parce que on doit être en Martinique pour accueillir le premier. Alors même si on faisait second, ce qui est déjà une très belle performance, on louperait l'accueil du premier. Donc il vaut mieux qu'on reste organisateur et qu'on aille faire d'autres courses.
Absolument, et je te rassure, on continue à faire d'autres courses et on a un beau programme de courses sur d'autres supports. Toujours avec plaisir. Et d'ailleurs, toujours avec plaisir, et c'est ce qui fait le charme aussi de la course au large, c'est qu'il existe beaucoup de supports et il y a plein d'endroits où on peut s'amuser, quoi. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On souhaite bon vent aux 100 marins, aux 60 équipages qui vont s'élancer dimanche de la Trinité-sur-Mer à destination de Fort-de-France pour cette seconde édition de la Cap Martinique. Et quant à nous, on se retrouvera mardi prochain pour un 160e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous et messieurs, bonne semaine du côté de la Trinité-sur-Mer. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!